Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mediapro, votre émission spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel et des médias. Ce soir, nous allons parler du Maghreb. Où en est la situation du paysage audiovisuel maghrébin 10 ans après la révolution arabe? Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir à partir de Paris M. Djemal Gessoum, président de la chaîne Maghreb France-Algérie, mais également nos consultants sur le plateau, Reda Harirash, Faisal Matawi et aussi Sofiane Baroudi pour parler de l'évolution du paysage audiovisuel maghrébin. Alors, Monsieur Gessoum, vous êtes avec nous? Ah, tout à fait, et merci de m'avoir invité. Merci, Monsieur Gessoum. Bienvenue. Je pense que c'est votre première ou deuxième intervention sur Al24 News. Vous êtes le bienvenu. Merci, c'est la première et vous m'avez ouvert la première porte. Ah ben merci, c'est gentil. Alors, bien sûr, on a fait appel à vous parce que vous avez le titre d'une chaîne qui nous a un peu attirés puisque vous parlez du Maghreb. Il y a eu plusieurs tentatives justement de lancement de chaînes maghrébines. Il y a eu l'expérience de Nesma TV avec la chaîne du Grand Maghreb. Il y a eu l'expérience aussi de Beur TV, de Khalifa TV, mais également de Berber TV un petit peu en France. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une place pour une chaîne maghrébine, on va dire un petit peu en France, pour commencer? Moi, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, à la question essentielle que vous posez, à savoir est-ce qu'il y a de la place pour une chaîne maghrébine, je pense que sociologiquement, les peuples qui composent le Maghreb ne sont pas encore prêts, alors je suis désolé de le dire, mais pas réellement encore prêts à se retrouver sur une plateforme unique maghrébine. Alors effectivement, vous l'avez dit, j'ai créé Canal France Algérie, télévision, parce que effectivement j'étais sur le pendant d'une chaîne maghrébine, ce qui était une difficulté au regard notamment des aspects bien plus politiques que médiatiques. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis recentré sur l'Algérie en créant Canal France Algérie Télévision, mais avec la particularité d'être sur les nouvelles technologies tout en restant une chaîne de télévision. Donc la question que vous posez est tout à fait essentielle parce qu'elle pose des questions non pas simplement sur les médias, mais aussi sur le côté sociologique des téléspectateurs qui ne se retrouvent pas forcément sur une même plateforme que serait le Maghreb. Voilà en l'occurrence en synthèse ce que je pourrais dire. Est-ce que le CSA français justement donne des ouvertures ou bien des garanties pour le lancement de chaînes destinées au Maghreb, sachant qu'aujourd'hui avec la diversité culturelle, les Maghrébins ont leur place sur les chaînes télévision françaises, mais également certaines chaînes communautaires comme Berber TV et même Beur TV sont financées et aidées par les institutions françaises. Alors, ce qu'il faut savoir, M. Agar, c'est que la législation française, de ce point de vue, est très stricte et précise. Il y a deux pendants. Tout d'abord, avoir et ce n'est pas le cas de Berber TV, mais être sur la TNT, donc tout ce qui est numérique terrestre, relève d'une autorisation très spéciale et qui a un cahier des charges extrêmement énorme, comme les grandes chaînes de télévision. À côté de cela, et c'est là qu'on peut trouver notre place, c'est sur le caractère des chaînes associatives qui n'ont pas besoin d'avoir une autorisation spéciale, mais simplement de faire une convention avec le CSA qui n'implique pas de grands financements ou autres, où là, vous pouvez vous retrouver sur les box TV ADSL tels que Bouygues, SFR, etc. Et donc, c'est d'ailleurs Canal France Algérie officiel sera sur Free à partir de septembre. Donc cette place, elle est ouverte. Mais s'il s'agit d'avoir un financement, d'avoir une porte ouverte pour les chaînes numériques terrestres, pour le Maghreb de manière générale, cela, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où on parle, ce n'est pas une chose ni possible ni pensable pour une question juridique, mais surtout pour une question de moyens. Pourquoi les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, choisissent les pays arabes pour lancer un petit peu leur chaîne de télévision? Ils ont établi ou installé le lancement ou l'émission de leur chaîne de télévision à partir du Bahreïn ou de la Jordanie, mais ne choisissent pas à partir de Paris, par exemple. Vous savez, cette problématique, on la retrouve, c'est une problématique qui est tout à fait transversale aux pays du Maghreb, et en l'occurrence sur les relations que peuvent avoir un État. Et là, je ne parlerai que de la Tunisie et de l'Algérie pour mieux les connaître, c'est que les relations qu'il y a entre les différents États et la majorité sociologique qui compose leur population à l'étranger, et en l'occurrence en France, n'est pas assez affinée et n'est pas assez raffermie pour faire que
une majorité d'Algériens, par exemple, donc 80%, je le rappelle, sont nés en France. Sociologiquement, ils ne regardent pas des chaînes de télévision algériennes. Donc, les relations n'existant pas, l'Algérie, par exemple, ne pourrait pas, en tout cas aujourd'hui, prétendre à couvrir l'ensemble des besoins de la communauté algérienne de France, puisqu'elle ne pourrait concerner, malheureusement, je dirais, qu'à peine 20% des Algériens de France qui ont une histoire, une relation avec l'Algérie, qui sont nés en Algérie et qui ont de la famille proche en Algérie. Or, la grande difficulté, que ce soit de l'Algérie ou de la Tunisie, c'est que les liens entre les médias locaux algériens ou tunisiens et la population en France n'est pas assez proche pour pouvoir couvrir l'ensemble des demandes. Et je pense que c'est une difficulté transversale que nous trouvons aussi bien en Tunisie qu'en Algérie. Donc c'est une réelle difficulté, cela demandera énormément de temps et d'efforts pour raffermir ces relations et faire qu'on puisse peut-être un jour créer une plateforme maghrébine, une plateforme algérienne. Moi je me consacre en tout cas aujourd'hui qu'à créer une plateforme algérienne pour l'ensemble des diasporas, pour répondre aux besoins sociologiques des Algériens de France et dont les 80%, j'insiste, permettez-moi M. Agar, j'insiste énormément sur ce caractère puisque j'ai l'impression, excusez-moi de le dire, j'ai l'impression qu'en Algérie de manière générale, on n'est pas centré un petit peu quand même sur l'immense majorité des Algériens de France qui ne se sentent pas concernés par les médias algériens. Justement, quand on parle de télévision, votre chaîne France franco-algérienne, hein, de droit français a été lancée. Est-ce qu'il y a eu un engouement et vous avez eu des difficultés pour perpétuer justement cette chaîne et l'installer dans le paysage audiovisuel français, le PAF? Est-ce que vous n'avez pas trouvé de soutien aussi bien d'opérateurs algériens que d'opérateurs français? Alors, de ce point de vue, effectivement, ça a été une épreuve de longue haleine, hein. J'ai lancé officiellement cette chaîne en 2017, en mars 2017. Et les difficultés que j'ai rencontrées, parce que évidemment, de 2017, la Renaissance, c'est pour ça que j'ai publié sur Facebook Canal France Algérie, la Renaissance est en 2022, parce que les difficultés que j'ai rencontrées, ce ne sont pas des opérateurs français ou de l'administration française, ce n'est pas non plus des complications qui m'auraient été posées par l'État ou les institutions algériennes, c'est que les Algériens de France qui se sentent concernés par l'Algérie n'étaient pas encore prêts à être autour d'une chaîne qui puisse les rassembler. Donc, la difficulté, je ne l'ai rencontrée ni du côté institution française, mais plus des Algériens. Merci, Monsieur Guessoum. Restez avec nous. On va revenir vers vous pour la poursuite du débat. Mais alors, messieurs, Faisal en premier, à votre avis, est-ce qu'il y a eu une progression ou une révolution des télévisions dans le Maghreb? Pour le Maghreb, pas encore, je pense. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Guessoum concernant les Maghrébins qui sociologiquement ne seraient pas d'accord pour se retrouver sur une plateforme. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que les Maghrébins, malgré les différences politiques ou les divergences, il y a toujours quelque chose qui rassemble, qui est la culture, qui est la tradition, qui est l'origine, l'identité, etc. Bien sûr, nous souhaitons qu'il y ait une grande chaîne maghrébine, bien que maintenant c'est une tendance qui n'existe plus dans le monde, parce qu'il n'y a pas une grande chaîne africaine qui parle au nom des Africains, que ce soit en Europe ou en Afrique. Il n'y a pas une grande chaîne arabe qui parle des Arabes. Parce que vous savez que les chaînes d'information... Il y a des grandes chaînes arabes. Il y a des grandes chaînes arabes, mais chacun avec ses lignes éditoriales, et avoir une ligne éditoriale, c'est pas interdit. Il n'y a pas chacun disons des visions. Une chaîne qui peut dire, bon, panarabiste, c'est un peu... On dirait que c'est d'essuyer. Panafricain, c'est un peu, je dirais, dépassé, parce qu'il n'y a pas... Donc, mais maintenant, je pense que pour les Maghrébins, si on parle des Maghrébins en France, ils ne sont pas suffisamment représentés dans les médias français d'abord, parce que les Maghrébins n'apparaissent qu'en période électorale. Il y a quand même quelques ouvertures. Avec des présentateurs. Il y avait des présentateurs, il y avait des émissions. Mais c'est très peu. Oui. C'est très peu parce que... Et il y a des chaînes assez spécifiques, comme Canal+, M6, qui ouvrent un petit peu le droit ou la tribune à des présentateurs d'origine maghrébine. C'est vrai, mais je pense que c'est très peu par rapport à la forte présence des Maghrébins sur le territoire français. Au moins, ils sont 5 millions d'Algériens. Si on ajoute les Marocains, les Tunisiens, les Mauritaniens, les Libyens, etc., on arrive jusqu'à 7 millions. C'est quand même une communauté très importante, mais qui est sous-représentée dans les médias, malgré la présence de présentateurs, malgré l'existence d'émissions, notamment religieuses, et malgré l'existence de radio.
Beurre FM, qui est une radio, la plus grande radio que je prends. Oui, la première radio maghrébine. Qui a réussi en matière de radio, mais qui a échoué en matière de télévision. De télévision. Soleil, je pense Radio Soleil à Marseille aussi, qui était une radio aussi, elle existe toujours. Mais à la télévision, comme une grande chaîne, il n'y a pas encore une chaîne qui peut parler de... Qui rassemble tous les Maghrébins. Qui rassemble. Pour l'instant, peut-être qu'il y en aura dans le futur. Et pour côté algérien, je pense qu'il y a une chaîne qui s'appelle Canal Algérie qui s'intéresse plus ou moins aux Algériens de l'étranger. Et on oublie... Qui a gardé le lien entre l'Algérie et la France. Absolument, avec le pays, puisque les Algériens ne sont pas uniquement en France, parce qu'il y a des Algériens, maintenant une diaspora qui est un peu au Canada, aux États-Unis, en Chine, etc. Maintenant, si l'on parlera du paysage maghrébin, évidemment, on est en retard par rapport au Moyen-Orient. On l'expliquera peut-être au cours de l'émission, notamment par rapport aux chaînes d'information. Alors, Reda, avant de parler de politique, est-ce que tu penses que les Maghrébins ont besoin d'une chaîne qui les représente en France, par exemple? Probablement, s'il y a une aspiration à regarder une chaîne ou plusieurs chaînes qui représentent les cultures d'origine, c'est une demande qui émane des populations d'origine maghrébine. Mais pour pouvoir faire ce genre d'entreprise, il faudrait d'abord qu'il y ait une étude marketing et des sondages qui soient faits de manière à voir quelles sont les aspirations des différentes catégories d'âge ainsi que les genres féminins ou masculins, pour voir quelles sont leurs préférences, notamment qu'est-ce qu'ils veulent regarder comme série, qu'est-ce qu'ils veulent regarder comme documentaire, et qu'est-ce que le pays d'origine est susceptible de leur apporter, ce qu'ils n'ont pas, disons, sur place. Donc ça passe par je dirais, une étude de cas qui puisse cibler précisément quelles sont les attentes et quels sont l'écueil auxquels peuvent être confrontés ces futurs médias en France. Quand on sait que notamment, si certains ont un choix politique marqué, on a vu comment la chaîne Al-Manar a pu être à un moment donné censurée. Donc, c'est ça, France. Oui, tout à fait. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un cas de figure qui devrait être étudié de très près. Et c'est à partir de là qu'on pourra avoir une ébauche concernant la demande qui peut émaner des différentes communautés maghrébines sur place. Alors, avant de poursuivre le débat, on va regarder ce sujet qui a été préparé par la rédaction et aussi par Sofiane Baroudi. Et après, on donnera la parole à notre journaliste pour justement parler de l'évolution des chaînes maghrébines depuis la révolution arabe en 2011 à ce jour. Le Maghreb est un grand continent avec une population estimée à 100 millions d'habitants. Depuis les années 2000, le paysage audiovisuel dans le Maghreb a connu une grande révolution avec plus de 70 chaînes créées et éparpillées entre 5 pays. Bien sûr, le Maghreb est dominé par les 3 pays nord-africains que sont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ces derniers contrôlent à eux seuls plus du 3/4 du paysage audiovisuel maghrébin. Cette révolution audiovisuelle a été boostée par les nouvelles technologies satellitaires et les offres alléchantes des opérateurs arabes comme Nilsat et Arabsat, ainsi que les grands opérateurs européens comme Eutelsat et Hotbird. Avec la révolution arabe de 2011, le paysage audiovisuel maghrébin s'est démocratisé en Tunisie et en Algérie, où le nombre de chaînes créées hors des frontières terrestres de ces pays a atteint les 60 chaînes. Certaines comme Nesma TV et Hannibal TV en Tunisie, Shoroq et Nahar TV en Algérie ou Mehdi 1sat et 2M au Maroc se sont sensiblement imposées dans le paysage médiatique des télévisions du Maghreb. D'autres qui émettent de France comme Beurre TV et Berber TV se sont également imposées comme des télévisions de la région du sud de la Méditerranée. Ces chaînes au financement privé ont concurrencé les chaînes publiques maghrébines, telles le 1 TV en Algérie, Watania pour la Tunisie ou encore Maghrebia TV pour le Maroc. Ces chaînes maghrébines ont trouvé leur chemin malgré la concurrence des grandes chaînes satellitaires arabes comme MBC, Al Jazeera ou Bein Sport et les chaînes françaises comme Canal+, TF1 ou M6. Aujourd'hui, malgré l'absence de financement réel, les chaînes de télévision du Maghreb tentent de trouver une solution de survie dans un paysage audiovisuel soumis de plus en plus à la concurrence du net et de la globalisation.
Alors, en regardant ce sujet, on comprend qu'il y a eu quand même une petite révolution dans le paysage audiovisuel maghrébin avec l'éclosion de certaines chaînes privées, mais aussi une certaine concurrence lancée aux chaînes publiques qui s'étaient installées pendant plus de 30 ans dans le paysage du Maghreb. Alors, Sofiane, si on parle, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de révolution audiovisuelle dans le Maghreb? Je pense qu'on peut parler déjà d'un processus révolutionnaire qui est ouvert à l'échelle médiatique, tout simplement parce qu'il y a une demande très très forte. Les populations maghrébines sont constituées en majorité de jeunes, à plus de 70%, je crois. Et donc, il y avait au préalable une consommation d'informations, mais aussi d'outils culturels. Par exemple, et là, je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit M. Guessoum par rapport à la non-homogénéisation sociologique en France. Moi, je dirais que la population maghrébine en France est homogène sociologiquement parce qu'elle subit déjà les mêmes problèmes, les mêmes affres, notamment le racisme ou l'islamophobie. Tout le monde subit ces affres-là. Et donc, par exemple, même Beurre FM, comment elle a pu naître et comment elle a pu évoluer. C'est justement parce que ça a accompagné des politiques publiques de lutte contre le racisme pendant les années 80 et que c'était l'expression utile pour calmer aussi une certaine colère sociale qui était très enracinée. Pour le Maghreb contemporain, les 10 dernières années, pour le cas algérien par exemple, il y a clairement une ouverture et un espace ouvert pour, si vous voulez, l'éclosion et même l'évolution non seulement de chaînes de télévision, mais aussi d'une industrie culturelle et aussi, si vous voulez, d'un espace d'idées, de circulation d'idées. L'espace existe, la volonté est là et il y a aussi des explosions à gauche, à droite. Je citerai juste, pas une chaîne de télévision, mais un petit clip. Le dernier, Disco Maghreb, dont tout le monde parle, fait aussi partie de ce phénomène d'un grand intérêt international et des populations maghrébines pour l'information, pour l'industrie culturelle et pour tout ce qui est production générale. Oui. Pour le citer Salim, parce qu'il a parlé de lui, c'est l'occasion d'en parler. Il a tendu la perche. C'est l'occasion d'en parler. J'allais poser la question, mais tu ne vas pas laisser le faire. Oui, parce que ça parle sur le réseau, c'est 12 millions, presque 12 millions de vues. Donc c'est un en l'espace de 4 jours. En l'espace de 4 jours, DJ Snake a montré l'Algérie, sur les facettes de l'Algérie, beaucoup de couleurs, beaucoup de paysages. Certains n'ont pas apprécié, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout compris le sens de ces clips. Et effectivement, il y a une très forte demande, et Sofiane a raison, pour le produit culturel maghrébin, pour l'expression culturelle maghrébine, que soit, vous le connaissez très bien, que ce soit dans le cinéma ou à la télévision. Et pour répondre à votre question que vous avez posée à l'ami Sofiane, c'est que oui, il y a une révolution qui a commencé au début des années 2000 dans toute la région maghrébine. En Libye, par exemple, la Libye, c'est un pays qui va dans un processus de normalisation. Je pense que la révolution audiovisuelle en Libye a commencé après la chute de Kadhafi. Oui, parce qu'avant, il y avait des chaînes, évidemment. Il n'y avait que les chaînes publiques, voilà. Maintenant, il y a moins une vingtaine de chaînes. Oui, tout à fait. Il y a Ikhbaria qui est installée il y a la chaîne 218, je crois. Oui, il y a Benrazi TV, il y a Libye Al-Oula, il y a une quinzaine de chaînes privées qui sont quand même présentes, qui font d'actualité libyenne. La même chose pour la Mauritanie, où il y a aussi des chaînes privées. Et l'Algérie, ça fait pratiquement une douzaine d'années ou 13 années. Et aujourd'hui, le Conseil des ministres a abordé justement la loi sur l'audiovisuel qui va organiser et codifier le secteur parce qu'on en a besoin. Réguler le secteur. Réguler le secteur, c'est très bon parce que ça va aussi renforcer les médias algériens qui ont besoin d'être renforcés. On a besoin d'un contenu algérien pour parler au monde. Al-24 News en fait partie. Et en Tunisie, la même chose. La Tunisie, c'est les radios qui sont assez fortes quand même. Oui, mais après, il y a eu toute une révolution en Tunisie après la chute de Ben Ali. Il y a eu Nesma TV et Hannibal qui étaient créés avant la chute de Ben Ali, mais qui se sont renforcés juste après la révolution. Ils se sont adaptés à l'actualité politique. Hannibal TV est devenue une chaîne très vue en Tunisie, une chaîne généraliste qui diffuse des Nesma a été fermée pendant un certain temps et qui a été réouverte. Mais les radios restent très fortes. C'est un phénomène au Maghreb. Les radios tunisiennes sont très puissantes. Même au Maroc. Même au Maroc, ça a commencé dans les années 2005. Tout à fait. Maintenant, il y a des chaînes privées, je pense 3 ou 4, 5 chaînes privées, comme avec 2M, Télé Maroc, etc. Des Médias TV, qui est une radio qui est devenue une télévision. Et également les radios marocaines, il y a une vingtaine de radios. Dans le réseau RTL, le réseau FM, fréquence modulée, qui font aussi l'opinion. Donc, la révolution, pour répondre définitivement à votre question, oui, il y a une révolution médiatique au Maghreb. Alors, il y a un phénomène qui nous a un peu interpellés, Reda, c'est que les Algériens, je parle des Algériens pour la population que nous connaissons, ont découvert la parabole avec les chaînes françaises, la 5, TF1, M6, Canal+, pendant plus de 10 ans. De 88 jusqu'à
à la fin des années 90, début 2000. Après, on a découvert les chaînes arabes, MBC, Arabiya, Al Jazeera, etc. Après la fin des années 2000, 2010, 2011, on redécouvre de nouvelles chaînes privées locales, soit algériennes ou tunisiennes ou marocaines. Enfin, le Maroc n'a pas fait sa révolution privée, il est resté un peu avec les chaînes publiques, mais en Tunisie, en Algérie, il y a eu plus de 40 chaînes qui ont été créées pour en tomber un petit peu sur 15 chaînes qui survivent un petit peu dans le paysage. Pourquoi ce changement de cap de la population ou du téléspectateur maghrébin? Parce que c'est une question de tendance. De culture aussi, non? De culture et de mode aussi, parce que tous les 10 ans, il faut changer de répertoire, et très probablement qu'à partir des années 2008-2010, il y a eu une demande d'un produit local. Par exemple, à l'occasion du jeûne du Ramadan, les gens, ils ont envie de voir des séries locales, des séries algériennes, tunisiennes ou marocaines. C'est devenu une tradition. Tout le monde se débranche des chaînes étrangères, reste branché sur les chaînes locales. C'est un rapatriement de téléspectateurs. Voilà. Oui, et ça va de soi, parce que c'est le contexte. C'est le contexte du jeûne du Ramadan qui fait que c'est propice à ce genre de rencontres, et qui fait que les populations ont besoin justement de se rencontrer à travers les chaînes de télévision, notamment le soir, après la rupture du jeûne. Voilà. Alors, je voudrais revenir, si vous permettez, à M. Gessoum. Vous êtes avec nous, Jamal? Oui, alors, je voudrais, vous qui êtes dans le paysage audiovisuel et un petit peu dans la communication en France, est-ce qu'il y a des sondages sur un petit peu l'audience des Algériens de France sur les télévisions maghrébines? On ne connaît pas un petit peu ce que font les mesures d'audience françaises concernant l'audience des chaînes maghrébines, que ce soit algériennes, tunisiennes ou marocaines, en France. Non, tout d'abord pour deux raisons. Il y a la question, en fait, de l'interdiction, d'ailleurs formelle en France, de faire même des statistiques ethniques, ce qui est autorisé en Algérie. Et donc, de ce point de vue, il n'y en a pas du tout. Permettez-moi juste de rebondir sur ce qu'a dit M. Baroudi lorsqu'il parlait d'homogénéité en France. Alors, je suis né en France il y a 54 ans. Je ne conteste pas l'homogénéité des Maghrébins en France. Je dis simplement que l'erreur de diagnostic qui est faite de l'autre côté de la Méditerranée, et en l'occurrence en Algérie, c'est que 80% des gens qui pourraient être intéressés par des chaînes algériennes ne les regardent pas du tout. Canal Algérie, puisque vous nous en avez parlé, a été créé en 2012 à destination de la diaspora algérienne. Je mets au défi quiconque, parce que ça fait 54 ans, et d'ailleurs que je m'occupe de jeunes, que je travaille en maison d'arrêt et que je suis un spécialiste reconnu contre le terrorisme. Donc j'ai eu affaire à toutes les couches sociologiques en France. Je mets au défi de discuter avec un jeune Algérien ou une Algérienne de 22 ans en France et dire qu'est-ce que Canal Algérie? Aucun ne sera capable de vous répondre. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de mettre en place une dynamique maghrébine, il faudrait peut-être mettre en place une dynamique pour chaque pays. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'Algérie, de faire en sorte qu'elle fasse des programmes et qu'elle ait une relation avec cette diaspora plus appuyée pour l'intéresser. Au jour d'aujourd'hui, le constat est clair. C'est un peu comme une maladie. Il faut d'abord faire le diagnostic et après faire l'ordonnance. Je dis simplement que aujourd'hui, 80% des Algériens de France qui sont nés en France ne connaissent aucune chaîne de télévision, ni Canal Algérie, ni Chourouk. Vous lui dites Chourouk, il va vous dire c'est quoi? C'est le Maghreb. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis assez frappé par rapport à la question des médias, en l'occurrence en Algérie. Je sais qu'en Tunisie, par contre, et au Maroc, ils sont un peu plus techniciens. Ils ont fait appel à des réalisateurs étrangers. C'est vrai qu'ils font de belles émissions, on ne peut pas le contester. L'Algérie, ça s'arrange quand même. Aujourd'hui, on avance quand même pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de parler de l'Union maghrébine, si chaque pays ne s'intéresse pas, et c'est le cas pour l'Algérie, à être proche de l'ensemble de la diaspora algérienne, pas simplement celle qui est née en Algérie, on rate 80% statistiques. Mais monsieur Gessoum, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits durant les années 2000, notamment par l'Institut Abbassa, qui avait annoncé à l'époque que Canal Algérie était très regardé
en France. Elle était la première chaîne maghrébine par rapport à la deuxième marocaine. Et aujourd'hui, c'est vrai que Canal Algérie n'a plus la même pénétration qu'elle avait dans les années 90 en France. Je termine seulement, si vous permettez, la même pénétration audiovisuelle qu'elle avait dans les années 90, parce qu'il faut préciser que Canal Algérie a été créé à partir des années 90 et qui a en fait perdu un petit peu son audience grâce à la concurrence des autres chaînes maghrébines, notamment arabes aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que Canal Algérie est resté le lien ombilical qu'il y avait entre l'Algérie et la France, et beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'émigrés regardent Canal Algérie, notamment pour certaines émissions en français, comme Bonjour d'Algérie, ou bien des émissions de Linda Tamdarari qui avaient tissé un lien entre la communauté algérienne en France et la communauté algérienne ici. Alors, peut-être que nous n'avons pas les mêmes chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que parmi les chaînes maghrébines les plus vues en France, Canal Algérie reste toujours la leader, et même si elle a perdu un petit peu son français, parce qu'elle n'a pas beaucoup de programmes en français comme elle l'avait dans le passé. Aujourd'hui, nous avons certains programmes qui sont en arabe, qui sont diffusés sur Canal Algérie et qui diminuent un petit peu de l'audience de Canal Algérie. Cela dit, c'est vrai qu'il y a une concurrence de certaines chaînes locales, que ce soit Beurre TV ou Berber TV, qui sont regardées par une communauté, pas une grande communauté maghrébine, parce que les Maghrébins restent aussi bien branchés sur les télévisions françaises, mais également sur les télévisions de sport, notamment BeIN Sport France, qui diffuse, quand on voit par exemple les matchs de l'Algérie en France, ils sont souvent regardés par les Maghrébins en France. Alors, je partage à moitié votre diagnostic, monsieur Agar. À moitié. À moitié. Parce que Linda Tatrani, que je connais très bien, j'ai participé à Bonjour d'Algérie, vous êtes en train de dire, monsieur Agar, que cette chaîne est vue. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Moi, la question essentielle est de savoir par qui elle est vue. Et elle est vue par une partie où peut-être on ne connaît pas. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on doit revisiter un petit peu les chiffres. Oui, les sondages de Abbassa datent de presque 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, nous n'avons pas des mesures d'audience sur la présence des chaînes maghrébines en France, par exemple. Oui, mais je côtoie la jeunesse algérienne depuis 54 ans. Et je suis d'ailleurs, je suis un travailleur social. Vous savez, à la base, j'étais éducateur spécialisé. Et donc, ma spécialité, c'est la lutte contre la radicalisation. Je suis reconnu dans les milieux carcérales, la prison. J'ai travaillé 25 ans en prison. J'ai été éducateur. Et donc, je connais de manière très fine d'abord les jeunes de manière générale et les jeunes algériens et algériennes en particulier. Je les fréquente depuis 54 ans. Je dis simplement et je ne suis pas en train de diminuer, je dirais, l'audience de Canal Algérie, je ne la connais pas. Je dis simplement que nous, au sens impersonnel, nous sommes en train de rater un coche parce que les programmes qui sont diffusés d'Algérie ne sont aucunement vus par les jeunes Algériens, je précise bien, nés en France. D'abord, qui comprennent à moitié l'arabe et qui ne sont pas intéressés. Et je dis simplement, ce n'est pas être vindicatif que de dire que nous, Algériens, adultes, médias, nous sommes en train de rater un coche et que nous passons à côté, c'est une réalité des chiffres, à côté de 80% des auditeurs et des téléspectateurs possibles. Ceci est un fait de point de vue factuel. Et moi j'espère, et d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai créé Canal France Algérie Télévision? Ce n'est pas pour m'amuser, je l'ai créé justement pour essayer de retisser les liens et en proposant des émissions et faire participer des jeunes Algériens et Algériennes en France qui n'iront jamais sur un plateau de télévision en Algérie. Et donc l'idée justement, c'est que moi je vois à long terme, et donc je veux avoir affaire aussi à ces 20% qui sont ancrés en Algérie, mais aussi et surtout aux 80% qui ne passeront jamais sur une chaîne de télévision parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et tout le travail que j'essaye de faire, et c'est le seul objectif que j'ai, c'est de recoller les morceaux ou coller des morceaux avec l'immensité des Algériens et des Algériennes qui ne passent pas leurs vacances en Algérie, ils vont à Punta Cana, parfois moi aussi, qui ne regardent pas les chaînes algériennes parce que sociologiquement, il faut parler, je dirais, le même langage, et le langage des 80% n'est pas le langage des médias en général qui diffusent à partir d'Algérie. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Et moi, j'essaye, en tout cas, de manière très humble,
de faire avancer cette machine en créant une plateforme qui nous soit commune. Donc nous parlerons arabe, nous parlerons berbère, mais nous parlerons aussi en français parfait. Et donc, de ce point de vue, j'essaye de récupérer le bateau qui est en train de s'éloigner au fur et à mesure du temps. Monsieur Guessoum, juste une question technique, puisque vous parlez de nouvelles technologies. Oui. Vous savez que la majorité des chaînes maghrébines sont sur le satellite Nilsat. Oui. Quelques-unes seulement sont sur Astra et Hotbird. Aujourd'hui, vous prônez un petit peu la diffusion de la télévision par satellite, ou par IP ou par Internet. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la diffusion sur l'Internet des télévisions maghrébines aura plus d'audience qu'elle passe sur le satellite Nilsat, puisqu'elle se détourne un petit peu de l'Europe? Merci pour la question. Elle est à double tranchant. Donc, il y a le côté technique et puis le côté je dirais, géopolitique. Oui, bien sûr. Alors, sur le côté technique, oui, nous allons vers l'IP. D'ailleurs, ma chaîne de télévision diffuse 24 heures sur 24 et vous pourrez la voir sur Monsieur Guessoum, j'ai vu que vous avez diffusé hier le match Algérie-Ouganda. Oui. Vous n'avez pas eu de problème avec beIN Sport? Non, pas du tout, puisque je les ai... Sur Internet, vous l'avez diffusé sur Internet? Tout à fait. Mais non. D'ailleurs, pour votre information, une amie qui cherchait justement un lien pour regarder le match en France, puisqu'elle ne captait pas la terrestre, on lui a envoyé le lien de votre chaîne et puis elle a regardé le match à travers France-Algérie. Voilà, ça c'est les nouvelles technologies par exemple, parce que votre question est très intéressante. D'abord, la question de la technologie n'interfère pas sur le public ou les téléspectateurs. Ce qui va fonder cela, ce sont les programmes et comment on les présente. Ça, c'est la première des choses. Sur la seconde des choses, et je crois que c'est ce côté qui m'intéresse énormément aussi, c'est sur le côté nouvelles technologies. Par exemple, Canal France Algérie diffuse de 24 heures sur 24 sur IP avec une application que tout le monde connaît, Android. Vous pouvez regarder cette chaîne en téléchargeant l'application sur votre box TV Android. Je ne connais pas de famille algérienne qui n'en a pas 3 ou 4 chez elle. Et donc, qui va utiliser simplement la télécommande et la télévision. Donc, ça ne sera pas regardé seulement sur le téléphone. Et vous avez l'autre pendant où vous allez pouvoir télécharger l'application de Canal France Algérie, CFA sur Google Play, je me fais de la pub, et vous allez pouvoir la télécharger sur votre Smart TV. Donc la question du satellite, Nilesat, etc., moi c'est quelque chose, excusez-moi, M. Agar, qui m'exaspère. Et d'ailleurs, les jeunes Algériens de France ne savent même pas ce que c'est qu'un satellite, mis à part la guerre des étoiles. Donc ils ne vont pas chercher à savoir, il n'y a que des personnes d'un certain âge ou qui ont vécu en Algérie pour parler de Nilesat, de Hotbird. Posez cette question à 80% des Algériens de France, ils ne sauront même pas ce que c'est. Donc, le fait de regarder Canal France Algérie sur votre télévision, et en très bonne qualité avec une télécommande, eh ben, nous allons vers les nouvelles technologies. Et je pense que peu à peu, c'est vers cela que nous allons tous aller. J'essaie de prendre mes marques aujourd'hui pour que dans 5 ou 10 ans, nous soyons, je l'espère, la première chaîne franco-algérienne avec une expérience de 5-10 ans sur les nouvelles technologies. Merci monsieur Guessoum. Je rappelle que vous êtes le président de la chaîne Maghreb France-Algérie. Alors, je vous remercie pour votre participation à Mediapro et j'espère vous retrouver dans une autre occasion pour parler toujours d'audiovisuel et de médias. Alors, messieurs, est-ce que le problème de la géolocalisation du satellite est un problème pour la diffusion des chaînes maghrébines? Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que dit M. Guessoum par rapport aux questions. 80% des Algériens qui regardent par la télévision. Là, il faudrait faire des études de médiamétrie, des études de sondage pour savoir exactement... Pourquoi justement Médiamétrie France ne fait aucun sondage justement sur les goûts des Maghrébins? Sur base ethnique, parce que la loi française l'interdit, contrairement à la loi allemande. Mais ils le font discrètement. Ils le font discrètement, évidemment, parce qu'il y a toujours des chaînes... Rien n'empêche qu'une institution de sondage algérienne ou même maghrébine le fasse un petit peu en France. En France et ailleurs dans le monde. J'ai cité l'Institut Abbassa qui a eu le mérite de faire un sondage en France à travers un échantillon de spectateurs maghrébins, algériens, tunisiens et marocains. Mais dire que les Algériens de France ne regardent pas ou n'ont pas d'attachement ou les jeunes ne regardent pas les chaînes, j'aimerais bien un peu atténuer de cette assertion parce que d'abord ce que nous savons c'est que le canal Algérie, les chaînes algériennes sont vues, y compris les chaînes privées.
Nahar, Shuruq, les autres à travers les PTV, même oui, Al24 News. Absolument, Al24 News, etc. Donc il y a un suivi. Et déjà en France, il y a un phénomène de téléspectateurs. Les Français eux-mêmes ne regardent pas les chaînes françaises. Donc il y a, et les responsables des chaînes le savent très très bien parce que vous l'avez évoqué, il y a les nouvelles technologies, les gens partent sur d'autres supports pour regarder les programmes télévisuels, les contenus. Les Algériens de France, on le voit à chaque fois quand il y a des matchs de l'équipe algérienne, on voit quel est le degré d'attachement à leur pays. Degré d'attachement à sans regarder la télévision, mais ils sont attachés à leur pays. Concernant l'histoire du satellite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Guessoum parce qu'il y a beaucoup d'Algériens quand ils viennent en vacances, ils prennent avec eux dans leur bagage les fameux démos satellitaires algériens parce qu'ils sont pratiquement très chers en France et ils peuvent capter les chaînes, ils achètent même les codes de l'IPTV ici en Algérie. Oui, absolument. Et c'est vrai que peut-être qu'il faut densifier le contenu à l'égard des Algériens d'étrangers, parce que les Algériens sont un peu partout dans le monde, s'intéresser à ce qu'ils font, avoir si vous voulez, un échange, les inviter dans les plateaux, ça c'est un travail qui peut être fait par les médias, parce que et les médias peuvent aussi être, si vous voulez, transporter ou véhiculer les demandes ou les exigences et même les tendances. Mais le lien est toujours là. Il n'y a pas du tout de rupture, à mon avis, entre les Algériens de l'étranger et les médias algériens qui essaient aussi d'être à l'écoute. Parce qu'une chaîne algérienne qui est installée en Algérie, elle est d'abord destinée aux Algériens, aux téléspectateurs du pays, mais elle peut s'intéresser aux Algériens de l'étranger. Alors, Sofiane, moi je m'intéresse surtout un petit peu aux nouvelles tendances des nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, YouTube est une tendance qui est très révolutionnaire, ou le streaming, beaucoup de programmes sont regardés sur Internet, est une nouvelle forme ou façon de voir les télévisions maghrébines à partir de l'Europe, par exemple? Il y a clairement un intérêt grandissant pour les différentes plateformes web qui offrent déjà une possibilité, enfin une illusion de liberté et de choix multiples qui attire forcément le spectateur. Après, moi je pense que vraiment le point nodal, le point le plus important, M. Guessoum en a parlé, c'est les contenus. C'est-à-dire à quoi s'intéressent par exemple les Algériens en France ou les Algériens en Europe. Mais il y a une série de thèmes auxquels ils s'intéressent d'une manière, si vous voulez, déjà épidermique, nécessaire, quotidienne. Parce que les grandes chaînes françaises ou européennes ont aussi perdu leur crédibilité. C'est-à-dire que les populations maghrébines ou algériennes en Europe font, pour la grande majorité, partie des classes populaires. Et les grandes chaînes de médias représentent directement les intérêts oligarchiques et souvent essaiment des messages racistes, voire directement. Et donc, je reviendrai aussi au cinéma, à l'exemple. Par exemple, le thème antiraciste est vraiment très très important et prégnant pour la communauté algérienne à l'étranger. D'ailleurs, Rachid Bouchelab, on a fait un film sur l'affaire Malik Oussekine, sur la violence policière. Lui-même a parlé du fait qu'il était éducateur et qu'il a travaillé dans les milieux carcéraux. Les thèmes qui sont les plus intéressants, c'est aussi les thèmes qui mettent en relief les origines de ce racisme-là. D'où l'importance, par exemple, de la production historique en Algérie. Alors, justement, on a vu beaucoup de films qui parlent de l'immigration, notamment des films algériens, mais aussi des films français, comme Un prophète. Il y a aussi La haine, qui a un grand succès. C'est des films qui ont eu un gros succès en France, mais on n'a pas vu de reportage ou de documentaire sur, disons, la communauté intramuros maghrébine. Souvent, on présente cela comme du folklore, les mariages maghrébins, la banlieue, etc. C'est la drogue, alors les Maghrébins en France, c'est la drogue, c'est les viols, c'est le vol, c'est les agressions. Et là, on a même essayé d'orienter. C'est les clichés, en fait, qui sont véhiculés par les chaînes françaises. Par tout le monde. Mais après, pas uniquement par la droite. Pas uniquement par la droite, même y compris certains chantres de la gauche. Oui, mais pardon, excusez-moi, pas tous à la fois. Non, mais juste une question. Pourquoi laisser les chaînes françaises s'intéresser à la communauté maghrébine, algérienne, tunisienne et marocaine en France, et il y a, disons, un désintéressement total des chaînes maghrébines ici, dans le Maghreb. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me souviens une fois, on avait écrit un article sur l'absence de reportage sur la banlieue. Quand il y a eu la crise des banlieues en France, la télévision algérienne n'a pris même pas une image sur un petit peu la révolution un petit peu dans les banlieues parisiennes, alors que les chaînes américaines en avaient fait
plein de reportages. CNN avait parlé de révolution, etc., alors que les médias français cachaient la réalité de la banlieue en France. Oui, lui parlait par exemple du fait que ce soit des Algériens pour la majorité qui soient nés en France, donc qui sont des Français. Il y a des films tout. très connus comme Ma cité va craquer qui ont évoqué justement la crise dans la banlieue. Il n'y a que le cinéma qui est audacieux dans ce contexte. C'est-à-dire qu'il fallait à un moment, à mon avis, aussi essayer de ne pas froisser, si vous voulez, les affinités diplomatiques naturelles, parce que c'est aussi des Français et que ça aurait été considéré comme étant une forme d'ingérence algérienne, parce que aussi, clairement, pour le dire directement, c'est-à-dire que l'Algérie recèle aussi une potentialité, un levier politique important en France. Et ça a été le cas historiquement, puisque pas seulement les médias, il y a une présence algérienne institutionnelle, mais aussi organisationnelle, si vous voulez. En France, par exemple, dans le cadre des foyers Sonacotra, qui sont les foyers pour les travailleurs, ou même dans le cadre de la sécurité sociale en France, et par conséquent aussi dans le travail culturel, mais c'était lié à un moment à des réseaux, notamment... Il y a eu des tentatives les médias algériens devraient, par exemple, à mon avis, s'intéresser aux success stories, parce qu'il y a de très belles histoires de migrants algériens installés en France qui font des belles choses. Par exemple, j'ai vu une exception, si vous permettez Salim, il y a 3 jours, la chaîne BFM TV, curieusement, a diffusé un petit reportage d'un Algérien qui a décidé de marcher de Paris jusqu'à Alger à pied, en passant par la Suisse, l'Italie, la Tunisie, en faveur d'une association caritative qui travaille au Togo. Je trouvais ça une belle histoire. Pour une fois, on voit un Algérien positif, parce que généralement, l'Algérien ou le migrant qui est présent dans les médias, à quelques exceptions près, est toujours un personnage négatif. Négatif dans un sens comme dans un autre, sauf s'il fait marquer des buts pour l'équipe de France. Et donc ça, c'est un héritage. Vas-y, Dan, par exemple. Sourire, il a sûrement quelque chose à dire. Je vais plutôt aborder la question sous un autre angle. Allez-y. Bon, plutôt différemment. Moi, je dirais que par rapport aux émeutes de 2005, quand en octobre, novembre, il y avait eu une contestation de la jeunesse dans la banlieue parisienne, on a vu à ce moment-là qu'il y avait une rupture sociologique entre les jeunes qui sont nés donc ils sont nés pratiquement en France, hein, oui, qui sont nés en France, qui sont nés en France et leur pays d'origine. Pourquoi? Parce que les institutions, il y avait un certain nombre d'institutions qui servaient de relais, comme l'Amicale des Algériens, par exemple, tout à fait, oui. Et qui SOS Racisme aussi. Oui, tout à fait, et qui pouvaient transmettre un certain nombre de consignes très discrètement, de manière à ce que ne pas paraître comme une ingérence de la part du pays d'origine. D'où l'importance de redynamiser et de muscler le mouvement associatif. Le mouvement associatif entre les deux rives de la Méditerranée. Sinon, ces jeunes qui sont nés là-bas, ils vont se sentir quelque part, entre guillemets, largués par leur pays d'origine, que ce soit la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie. Et c'est pour ça que lorsque la contestation arrive comme ça subitement, comme ça l'a été en 2005, eh ben, il y a une explosion spontanée. Et vu des pays d'origine, que ce soit à Alger ou à Tunis, on considère que c'est juste une jacquerie locale de la part de la jeunesse locale. Alors que non, c'est le moment ou jamais justement de reprendre les contacts entre les deux rives de la Méditerranée, de manière à ce que ces jeunes-là, par exemple, puissent venir dans leur pays d'origine dans le cadre des colonies de vacances, par exemple. Est-ce qu'il y a des colonies de vacances qui sont organisées? Il y en avait dans le passé. Dans le passé, oui. À l'époque de l'Amicale des Algériens en France. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des colonies de vacances qui sont organisées pour des jeunes ou des enfants qui ont 6, 7, 8 ans? Pour découvrir l'Algérie. Oui, en provenant de Marseille, de la région lyonnaise ou de Paris. Ça, c'est l'aspect social. Hein. L'aspect social, oui, social et culturel. Parce que les jumelages, vous vous rappelez, Reda, il y avait des jumelages entre les villes déjà. Oui, exactement. Pas uniquement françaises, des villes européennes aussi, bulgares, en Tchéquie. Les jumelages permettaient aussi des échanges culturels, parce que la culture permet de densifier les relations avec le pays quand les médias sont absents, quand les politiques sont absents. Donc si on peut aller dans le sens qu'a dit Reda. Alors, il y a un aspect assez bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les pays du Maghreb sont partagés entre deux cultures. Une culture francophone d'Europe et une culture orientale et arabe du Moyen-Orient. Et culture africaine aussi. Je pense qu'ils ne sont pas encore intéressés par la culture africaine, mis à part la culture, tout ce qui est gastronomique, folklorique, et tout ça. Mais
en matière de médias, hein, je parle audiovisuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Maghrébins, les chaînes maghrébines notamment, sont partagées entre deux frontières. La frontière arabe du Moyen-Orient, les chaînes du Moyen-Orient, et la frontière de l'Europe avec les chaînes européennes, notamment françaises. C'est pour ça que les chaînes maghrébines doivent regarder vers le sud. Parce que notre avenir est en Afrique. Nous sommes quand même... L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Mais quand vous dites regarder vers le sud, c'est-à-dire... Ça veut dire s'intéresser à ce qui se passe en Afrique. Parce que je pense qu'on nous tourne le dos à la culture africaine. Nous nous intéressons à l'Afrique lorsqu'il y a, c'est vrai, quand il y a des questions politiques ou des violences, notamment au Sahel, parce qu'on a tendance à vouloir lier le Sahel toujours à la violence et au groupe djihadiste, alors qu'il y a des êtres humains qui vivent au Sahel, qui font de très belles choses sur le plan culturel, sur le plan économique, des petites histoires dans les villages, etc. Les médias algériens notamment, parce que l'Algérie est quand même un pays qui aspire à avoir de très bons rapports avec l'Afrique, et avec le continent, on devrait s'intéresser un peu plus à cette culture africaine très 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 riche, que ce soit plein de musique, dans la musique ou dans le cinéma, on donne d'autres formes d'expression. Brièvement, est-ce que tu penses qu'avec une dizaine de chaînes de télévision, nous n'avons pas assez de médias pour couvrir tous ces sujets, notamment tout ce qui concerne un petit peu notre culture à travers le monde? Je pense qu'un pays de la taille d'Algérie devrait avoir plus d'antennes, plus de radios, et aussi des radios qui sont implantées dans le sud du pays et également dans la région africaine avec des correspondants sur place et des bureaux, parce que c'est comme ça qu'on peut parler à l'Afrique, que nous écoutons aussi l'Afrique au lieu de l'écouter à travers ce qui est diffusé d'Europe. Sofiane? D'ailleurs, il y a une chaîne africaine intéressante qui s'appelle Afrique Média, qui se proclame étant panafricaniste. Non, Afrique Média. Elle est gérée par un groupe de néo-panafricanistes. C'est parce que tous les organes médiatiques ont, si vous voulez, une arrière-pensée, une stratégie aussi politique, une orientation. Ils se proclament du néo-panafricanisme, mais ils sont liés à un géopoliticien qui s'appelle Luc Michel, qui est belge. Et l'ex-président tchadien Driss Déby était le chef de file de ce mouvement-là, et elle est en Guinée. Et elle arrive à avoir une audience, y compris à l'étranger, parce qu'elle traite directement. Aujourd'hui, est-ce que ces médias audiovisuels font face un petit peu à l'offensive des chaînes de télévision et radio françaises, comme RFI et France 24? Oui, mais elles arrivent aussi à s'imposer parce qu'il y a justement un changement des consciences très profond et un rejet, si vous voulez, de la présence déjà militaire au premier plan, mais aussi de l'hégémonie culturelle. Parce qu'un média, c'est aussi un représentant de courants de pôles hégémoniques à l'échelle culturelle, à l'échelle des idées, de la pensée, y compris qui façonnent la perception, d'où les guerres non conventionnelles de 4e génération, dans lesquelles on utilise des médias, mais aussi des plateformes alternatives. Sur les plateformes alternatives, les expressions maghrébines, même en France, sont très très présentes et sont puissantes. Par exemple, si vous voyez les plateformes alternatives de rap ou même de rail, le rail est un élément d'influence très très important. Il y a une plateforme qui s'appelle Vintage Arab qui a beaucoup de succès et qui est gérée aussi par des milieux qui sont des milieux de militants de l'antiracisme politique. Donc c'est vraiment lié. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu diplomatique, par exemple, que le Maroc voisin revendique sa prégnance ou le fait que le rail lui appartienne, par exemple, ou aussi pour d'autres choses. Alors une question pour Reda, est-ce que vous croyez à l'Union audiovisuelle maghrébine? Oui, tout à fait, c'est possible. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'échanges audiovisuels entre les pays du Maghreb. Oui, mais ce sont des secteurs quand même ce sont les secteurs les plus ouverts dans les pays concernés. Parce qu'on a des cinéastes et on a des artistes, on a des hommes et des femmes qui aspirent à entrer en contact avec leurs voisins et qui sont conscients d'appartenir à une seule et même culture. Donc, celui qui est à Fès, il aspire de temps en temps à aller visiter Béjaïa. Celui qui est à Béjaïa, il aspire de temps en temps à aller rencontrer son homologue à Tunis et vice-versa. Et donc, c'est ça qui va leur donner, qui va créer l'effet de synergie. Et je rappelle qu'au moment de la constitution de l'Union du Maghreb, il y a cela 30 ans, l'aspect culturel avait été soulevé parce que les pays du Maghreb parlent quasiment les mêmes langues. Quand je dis les mêmes langues, c'est l'arabe et le tamazight. Les mêmes dialectes. Voilà, et les mêmes dialectes. Donc, il y a beaucoup... Mais il y a eu, disons, une tentative, puis un échec. La chaîne Nesma TV qui se revendiquait du Grand Maghreb avec des programmes et des animateurs venus du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie,
et qui malheureusement n'a pas trouvé d'impact dans les pays limitrophes, mis à part l'Algérie. Alors moi je dis... au Maroc, ils n'ont pas eu le même succès qu'ils avaient en Algérie. Moi je dis que c'est une expérience tout simplement, parce que si un échec peut très bien déboucher... Une expérience intéressante, oui, qui avait été lancée par les frères Karoui à l'époque. C'est une expérience qui est salvatrice si les uns et les autres savent tirer ce qu'il y a lieu d'être pour pouvoir passer à une autre étape, parce que un échec à ce niveau-là, bon, c'est pas quelque chose qui va prédéterminer le monde du audiovisuel. C'est juste des étapes. Parfois, certaines étapes sont plus laborieuses, mais il peut y avoir par la suite une construction plus intéressante. Un dernier mot, Faisal? Oui, mais je pense qu'aussi, on peut lancer une chaîne maghrébine, au-delà, bien sûr, des divergences politiques ou des divisions, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais l'initiative devrait être algérienne. Parce que l'Algérie est au cœur du Maghreb, c'est un pays grand qui a beaucoup de capacités, beaucoup de potentialités, sans bien sûr avoir le regard hautain, le regard des gens d'en haut, mais si l'initiative vient de l'Algérie, je pense qu'elle sera une réussite. Ça sera sûrement dans le futur, parce que nous ne pouvons pas changer la géographie ni l'histoire, vous le savez, Salim. Merci Faisal. Voilà, l'émission Mediapro est à présent terminée. Je vous remercie pour ces principaux interventions, notamment celle de M. Jamel Gessoum, PDG de France Algérie Maghreb. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème et une nouvelle approche sur le paysage audiovisuel local.